propose de corriger l'épreuve CCP filière PC en chimie de la session 2019. Cette épreuve comportait 3 parties. On va s'attaquer dans un premier temps au problème numéro 1, la série conique. Donc, je vous laisse lire un petit peu le document. Donc on s'attaque directement à la première question. On vous demande ici de donner le nom de la forme linéaire de la série conique, donc j'ai représenté ici. Donc dans un premier temps, je vais numéroter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc la chaîne principale a 9 carbones. Alors pourquoi j'ai numéroté de droite à gauche? Parce qu'en faisant ça, la fonction principale qui est ici en l'occurrence est la fonction cétone aura l'indice 3. Si j'avais fait dans l'autre sens, l'indice aurait été de 7. Ensuite, au niveau des fonctions qui sont composées. Donc, on a dit une fonction cétone, une fonction alcool, et la fonction alcool n'est pas prioritaire ici. Donc, quand vous avez une fonction alcool qui n'est pas prioritaire, elle sera nommée hydroxy. Et ici, vous avez deux groupements méthyl en position 4 et en position 6. Donc, par ordre alphabétique, toujours, hein, on va indiquer que sur le carbone numéro 7, vous avez un groupement hydroxy, une fonction alcool. Ensuite, sur le carbone numéro 4 et 6, on a deux groupements méthyl, donc diméthyl. Donc, par ordre alphabétique, on ne regarde pas le di, hein, mais juste le M ici. Diméthyl, donc on a 9 carbones. Quand vous avez 9 carbones, ça veut dire que la cétone va dériver de l'alcane nonane. Donc ici, on va enlever le E. Et on va remplacer par 3 N. Voilà. Donc ça, c'était la première question. Donc on vérifie toujours. 7 hydroxy, 4,6 diméthyl, nonal, 3 N. Voilà. Un petit rappel que j'ai indiqué ici sous forme de tableau. Quand la fonction aldéhyde ou cétone n'est pas prioritaire, dans ce cas-là, ces deux fonctions vont s'appeler oxo, ou dans l'aldéhyde peut s'appeler aussi formule. Donc on a vu pour l'alcool, quand elle n'est pas sous forme prioritaire, on appelle hydroxy. Donc j'ai mis ce qu'a écrit là, au niveau du rapport du jury pour la question numéro 1. Donc on vous dit, en fait, donc la question a été assez mal traitée dans l'ensemble. Beaucoup d'erreurs par rapport au fait qu'il y avait 9 carbones. Et aussi une confusion entre ol et oxo pour le groupement hydroxyle. Ici, on vous demande j'ai un petit peu déjà répondu à la question, pour la forme linéaire, de déterminer, d'entourer les groupes fonctionnels. Donc pour la série conine, donc on a une fonction cétone et une fonction alcool. Groupement méthyle n'est pas une fonction. J'ai fait un petit rappel ici. Quand vous avez l'alcool qui réagit avec l'aldéhyde, on obtient l'hémiacétal. Donc acétal, ça vient de aldéhyde. Donc alcool plus aldéhyde, on a une fonction hémiacétal. Si on rajoute encore l'alcool, on a l'acétal. D'accord ? Maintenant, ici, cette fois-ci, on a l'alcool plus une cétone, on a cette fois-ci l'hémicétal. Si on continue encore, si on rajoute encore une fonction alcool, on a cétal, cette fois-ci. Donc, sous la forme cyclique ici, donc en toute rigueur, donc ici vous avez ça c'est une réaction intramoléculaire, on fait réagir l'alcool avec une cétone. Donc par rapport à ce que j'ai écrit ici, on obtient ici une fonction hémicétal. Cependant, souvent, pour hémicétal, je l'ai écrit ici quelque part, souvent on assimile hémicétal et hémiacétal et hémicétal. Donc, si vous aviez répondu hémiacétal,
vous auriez eu les points. Donc j'ai rajouté ici toujours la remarque du jury ici. Beaucoup de candidats ne savent pas reconnaître une fonction hémiacétale d'acétal. Donc ça confirme un peu ce que je disais. Donc hémiacétal, vous auriez eu les points. Donc attribuer le descripteur stéréochimique du carbone asymétrique. Donc ici, on va numéroter. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc au niveau du carbone numéro 7, donc, vous avez ici l'hydrogène qui est en avant. On va déterminer la configuration au niveau de ce carbone asymétrique en utilisant les règles de Kall-Ingold-Prelog. On aura un classement décroissant. La priorité des atomes est liée à leur numéro atomique. Celui qui possède le numéro atomique le plus petit, c'est ici, c'est l'hydrogène. Celui qui a le numéro atomique le plus élevé, c'est l'oxygène. Ensuite, on a le choix entre C6 et C8. Donc, par ordre de priorité, c'est C6 d'abord et ensuite C8. Car au niveau du carbone numéro 6, on peut avoir encore d'autres liaisons par la suite. Alors qu'au niveau du carbone numéro 8, on a la possibilité d'avoir deux liaisons avec deux hydrogènes et avec un carbone. Alors que par rapport au carbone numéro 6, on peut encore continuer. Ainsi, on aura la configuration suivante. On va d'abord numéroter. Le scission le prioritaire, c'est au niveau du groupement OH. Ensuite, C6, 2. Et ensuite, carbone numéro 8. On a donc, il ne faut pas oublier que l'hydrogène est en avant. Donc on a une configuration ici, l'inverse de R, car l'hydrogène est en avant, pardon. Et donc du coup, la configuration ici est S. Alors, question numéro 4. On vous demande de proposer un mécanisme pour expliquer le passage de la forme linéaire à la forme cyclique. Alors l'étape numéro 1 consiste à l'activation électrophile de la fonction cétone. Donc le carbone sera plus électrophile, plus réactif. Donc cette réaction, comme on est en milieu acide, donc c'est la fonction par l'intermédiaire de l'oxygène, le doublet non liant de l'oxygène va réagir avec le proton H+, comme je viens de le faire ici, ce qui donne le composé suivant. Ce composé, on peut le délocaliser par mésomérie. Je vais d'abord le dessiner. Donc là, ici, on a un plus sur l'oxygène, mais cependant, par mésomérie, on peut déplacer le doublet au niveau du carbone et l'oxygène. Et on a un composé un peu plus stable. Pourquoi plus stable? Parce qu'on remarque que le carbone, le plus est sur le carbone, il sera plus électrophile. Ce carbone électrophile va réagir de manière intramoléculaire avec l'alcool de la molécule. Donc cette étape numéro 2 va s'appeler, c'est une addition nucléophile intramoléculaire. Donc voilà, je l'ai fait en vert ici. Donc j'ai aussi numéroté, c'est plus facile pour dessiner par la suite pour faire le cycle. Donc ici on voit que par exemple le carbone numéro 4, j'ai commencé par le carbone numéro 4. Donc on voit en avant il y a une fonction méthyle. Et en fonction de ça, je continue le 5, les cycles, etc. Et on arrive facilement à avoir le cycle qui est demandé. Donc, pratiquement le cycle qui est demandé parce qu'on n'a pas direct, il faut déprotoner par la suite. Donc, voilà. Donc la troisième étape, on va déprotoner afin d'avoir la molécule de la séroconine sous sa forme cyclique de déprotonation. Donc on a la forme cyclique plus H+. Question numéro 5. On vous demande de proposer un schéma mécanistique rendant compte de la formation de la séroconine acétylée. Donc on va le faire.
Ici, vous avez un chlorure d'acier qui est très réactif, donc nul besoin de l'activer. Donc il va directement réagir avec la fonction alcool. On aura une addition nucléophile. Donc voilà, le doublet non liant de l'alcool va réagir directement sur le carbone de le chlorure d'acyle. Donc on a le composé suivant. Donc c'est une addition nucléophile, attaque de l'alcool directement sur le carbone électrophile. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque ici? Élimination du chlore. Donc vous aurez du chlore dans la solution, Cl-. Qu'est-ce qu'on remarque au niveau de l'oxygène qui est associé au plus? Donc il y aura aussi formation de H+. Cependant, si formation de H+, le H+, va aller avec Cl-. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait réagir, on fait intervenir le triéthylamine qui va réagir avec ce proton H+. Donc ça va empêcher la formation de HCl. Donc, par rapport à la question 5, quand vous demandez le rôle de la triéthylamine, il va empêcher la formation du gaz, du chlorure d'hydrogène. Donc là, on fait le mécanisme ici. Donc, c'est une base qui réagit avec un acide. Donc voilà. Question numéro 6. On vous demande d'attribuer le signal observé sur le spectre de RMN pour un seul hydrogène. Dans un premier temps, donc ce signal a une valeur de 4,64 ppm sur le spectre. On va d'abord, dans un premier temps, déterminer les hydrogènes qui sont tout seuls, car on vous donne cette indication. Donc je représente d'abord le premier hydrogène ici, le suivant et le suivant. On avait aussi une petite indication dans le tableau ci-dessus. Donc, quand vous avez un carbone lié à un hydrogène dont le carbone est lié à l'oxygène, on a des signaux compris entre 3,5 et 4,8. Nous, notre signal est à 4,64 ppm. Donc, je mets une petite astérisque pour dire quel est l'hydrogène qui nous intéresse. Il est localisé ici. Donc, je efface les deux autres. Quels sont les hydrogènes qui sont adjacents à cet hydrogène? Donc, les deux premiers ici, que je vais faire en bleu. Et ensuite, celui-là. Donc il y a un couplage déjà avec cet hydrogène qui va donner un doublet. Et un couplage avec les deux autres hydrogènes qui va donner un triplet. Donc on a bien un doublet de triplet. Cependant, j'ai considéré que au niveau du triplet ici, que les deux hydrogènes étaient équivalents. Mais ici, ils ne sont pas équivalents. Il y en a un devant, un arrière. On a plutôt un doublet de doublet de doublet. Ce qui correspond à un doublet de triplet. Ça revient au même. Voilà. Question numéro 7, on vous demande d'attribuer les deux bandes d'absorption intense à 1735 cm-1 et à 1715 cm-1. Il s'agissait ici de la fonction ester et de la fonction cétone. La fonction cétone et ester. La fonction ester et la fonction cétone sont saturées. Si on regarde dans le tableau, on vous donne les indications par rapport à la fonction ester saturée et la fonction cétone saturée. Par rapport aux deux valeurs qu'on vous donne. Dans un premier temps, on vous donne la valeur 1735 cm-1. Vous avez donc pour la bande à 1735 cm-1. Cette valeur va correspondre à la bande de vibration délégation de CO de la fonction ester. Voilà. Et pour 1715 cm-1, on vérifie toujours. Hein. Donc 1735, l'ester, c'est bien compris, entre 1730 et 1750. Et pour 1715, c'est bien compris entre 1705 et 1705 et 1725. Donc ici, la bande de vibration d'élongation de CO de la fonction cétone. Question numéro 8. Représenter l'intermédiaire 2 en faisant réagir le composé 1 avec la LDA. Donc LDA, c'est une base forte.
Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc, vous avez une fonction cétone et ici, vous avez des hydrogènes en alpha du carbonier qui seront très labiles. Donc, du coup, on va avoir un anion. Donc, le composé 2, l'intermédiaire 2, va être... Question numéro 9. Donc, au niveau du mécanisme, on va à nouveau écrire l'intermédiaire 2. Donc, l'intermédiaire 2 qui est un anion ici, je rappelle, hein, c'est son hydrogène labile qui a permis d'obtenir l'anion. Donc, l'autre nom qu'on peut donner à l'intermédiaire 2, c'est un énolate qui va réagir avec l'aldéhyde au niveau de l'électrophile, du carbone électrophile de l'aldéhyde, qui donne le composé suivant. Donc, il est écrit. Donc, par la suite, on va avoir l'alcool. Alors, comment obtenir l'alcool? Au niveau du solvant, on a NH4 plus Cl-. Donc, NH4 plus Cl-. Donc, un hydrogène de ce composé-là va permettre d'obtenir l'alcool correspondante au composé numéro 3. Donc, voilà. Donc, j'écris rapidement. Donc, on obtient bien la molécule numéro 3 qui contient une fonction alcool. Donc, on obtient la molécule 3 plus l'ammoniac plus Cl- ici. Ici, on va faire réagir NaBH4 sur le composé numéro 4 qui contient une fonction ester et une fonction cétone. Ce réducteur va agir sur la cétone, mais pas sur l'ester, ni sur la fonction alcool. Donc, on va obtenir deux produits issus de la réduction de la fonction cétone. Donc, on va obtenir deux produits issus de la réduction au niveau de la fonction cétone. On aura deux fonctions alcool, un alcool en avant et un alcool en arrière. La seule opération qui s'effectue, c'est au niveau de ce carbone, c'est-à-dire le carbone de l'acétone. Donc, on va obtenir deux produits nouveaux qui sont diastéréoisomères. Donc là, je représente les deux molécules, un alcool en avant et un alcool en arrière. Ce sont des diastéréoisomères. On vous demande aussi le mécanisme de cette réaction. Donc, on va faire réagir la fonction cétone avec BH4- en présence du solvant qui est ici l'alcool. Donc, on écrit les composés. Donc, en première étape, vous avez l'hydrogène qui va attaquer le carbone électrophile. Voilà. Donc, c'est un mécanisme concerté. Donc, le solvant ici, l'alcool, va aussi intervenir pour permettre d'obtenir l'alcool. Donc, le mécanisme concerté, par la suite, va donner le composé suivant, donc l'alcool. Voilà. Plus CH3, CH2, O, BH3-. Voilà. Donc, ça, c'est un mécanisme concerté, mais on aurait pu faire différemment plusieurs étapes. Donc, par exemple, toujours le même point de départ, on fait réagir l'acétone avec BH4-. Ensuite, on va obtenir le composé suivant, ce qui ne donne pas tout de suite l'alcool, mais pour avoir l'alcool, il suffit de faire réagir avec le solvant alcool. Donc, on a le composé suivant en présence de l'alcool. Donc ça, c'est un mécanisme en plusieurs étapes, ça revient au même. Donc là, ici, on vous demande de proposer un réactif 6 pour obtenir l'aldéhyde 7 et le composé à partir du composé 5. Donc je réécris à nouveau le composé 5, qui est un diol, qui va donner donc un aldéhyde et donc un sous-produit de formule C3H6O. Donc ici, quand vous avez un diol, il faut penser à une coupure oxydante. Alors, pour obtenir ceci, alors, je vais représenter le diol ici, donc de fonction alcool, qui vont être oxydés et grâce au composé suivant, c'est-à-dire NaIO4, le périodate de sodium. Donc là, ici, je représentais la coupure, là où ça va s'effectuer la coupure. Donc, on additionne au diol NaIO4, le périodate de sodium, qui va couper donc, qui va oxyder les deux fonctions alcool
En l'occurrence ici, par rapport au substituant au niveau du carbone associé à la fonction alcool, un cétone d'abord et aussi un aldéhyde. Donc voilà. Donc si on revient à la question qui est demandée ici, donc on va effectivement obtenir l'aldéhyde sec et aussi une cétone ici, C3H6O. Bah, si on regarde, hein, on voit bien au niveau de la coupure oxydant. Donc vous aurez CH3, CH3, CO, donc C3H6O. Donc on a une fonction cétone. Donc on a bien répondu à la question qui était demandée. Donc, question numéro 12. À l'aide du document numéro 1, proposer un réactif 8 pour préparer l'ester alpha bêta saturé 9. Donc là, il fallait céder des documents qui étaient fournis. Donc j'ai mis, donc vous avez le composé numéro 7 ici. Dans le document qu'on vous donnait, ça correspondait à la fonction cétone ici, plus 8. Le 8, c'est le composé qu'on a ici, qu'il faudra déterminer, et qui donne 9. Et 9, on peut le dessiner ainsi. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? Le R1 par rapport au composé numéro 7. Donc si on regarde, R1 va correspondre à toute cette... je vais changer de couleur. Donc toute cette partie-là va correspondre à R1. Et ici, l'hydrogène à R2. Donc du coup, ça correspond bien au produit qu'on a ici. Donc ici, vous avez bien au niveau de la double liaison un hydrogène ici. Donc c'est-à-dire, on avait appelé ça R2. Et ici, on a R1. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici au niveau de la double liaison? Donc EWG va correspondre à CO2 éthyle. Mais on remarque aussi la présence d'un autre groupement, un groupement méthyle ici, CH3, que j'ai représenté en rouge. Donc il ne fallait pas l'oublier. On va maintenant s'intéresser au réactif numéro 8. P, O. Alors au OR, je vais prendre un groupement éthyle par exemple, 2 fois. Donc on avait dit que c'est CO2 éthyle. Il y a un moins ici. Cependant, il ne faut pas oublier ici le groupe éthyle. On va maintenant s'intéresser au mécanisme qui a été demandé. Donc on va le faire. Donc d'abord, j'entoure le réactif numéro 8. Donc E de bleu fait G, CH2, X, on va l'écrire comme ceci. Hein. Voilà, BR, X on peut remplacer par BR. Et donc on avait dit que c'est CO. Donc qui va réagir avec le produit suivant. Au éthyle 3 fois. Cependant, si on remarque un petit peu ici, il y avait une petite erreur ici. Il n'y a pas d'hydrogène là. Donc en fait, le produit qu'il faut faire réagir ici, c'est P, phosphore, OR 3 fois. Ensuite, quand on a ça, on vous dit qu'il y a une fonction Rx qui va partir. On a donc ici une substitution nucléophile. Donc on écrit ici, ce qui donne le composé suivant. L'énoncé nous indique aussi qu'il y a un départ d'un groupement Rx. Ce groupement Rx pour nous c'est CH3, CH2, Br que j'ai écrit ici. Donc il y a aussi l'addition d'un groupement Br-. Au niveau du phosphore, il y a une double liaison. Donc on va voir comment s'effectue cette double liaison. Le doublé liant entre l'oxygène et l'éthyle va venir ici. Et Br- va réagir avec l'éthyle. Donc ce qui donne le produit demandé.
on a ceci. CH2. Donc on n'a pas fini parce qu'il y a un signe moins qui traîne quelque part. Voilà, il est là. Donc on vous dit qu'il faut faire réagir qu'avec BM+. B, ça pourrait être pour base. Hein. Et Na+, sodium. Bon, on peut prendre le sodium Na+, donc Br-M+. C'est une base forte ici. Donc on peut prendre D-, Na+, par exemple. Donc on va faire réagir. Donc on regarde toujours. On vous dit quoi? Il y aura un moins ici. Donc c'est-à-dire que l'hydrogène... Bon, alors, pourquoi l'hydrogène ici? Qu'est-ce que vous remarquez ici? L'hydrogène que vous avez ici, il est en alpha du carbonyle, donc il est très réactif. Donc plus, donc on avait dit la base ici. Voilà, je réécris la réaction. On a donc ici le réactif 8 qui va se former. Donc je vais écrire directement sa formule. Donc le réactif 8 s'écrit tout simplement, c'est un anion. Il y a aussi formation de l'alcool. Donc voilà, j'encadre le réactif numéro 8, c'est ce qu'on obtient avec le mécanisme. J'ai écrit quelques remarques sur le rapport du jury, je vous laisse regarder ça tranquillement. Donc on revenait sur le groupement métier et sur les règles énoncées. Représenter le composé 10. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Le composé 9 réagit avec du dihydrogène en présence d'un catalyseur. Donc on a affaire ici à une hydrogénation catalytique. L'alcène va se transformer en alcane. Donc je vais écrire le composé numéro 10, donc qui est la transformation d'une fonction alcène en alcane. Donc on a ceci. Donc là, le composé numéro 10 est le suivant. Voilà. On passe à la suite. Donc composé numéro 10. Proposer une méthode pour préparer du méthanolate de sodium. Donc on va faire réagir le méthanol. On va mettre un morceau de sodium sous forme solide et on obtient donc le méthanolate de sodium, MeO-, plus Na+, les ions Na+, plus du dihydrogène. Pour que ce soit équilibré, on divise par 2. Voilà. Question numéro 15. Représenter l'intermédiaire 11. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? Ici, on a un ester qui va réagir avec le méthanolate de sodium. On a affaire ici à une... D'abord, j'écris le composé numéro 10. Donc, n'oubliez pas, hein, c'est le passage d'un alcène à un alcane. D'une fonction alcane, d'alcène à une fonction alcane. Donc, on ajoute du méthanolate de sodium. C'est une transestérification ici. Alors, pour nous aider un petit peu à trouver le composé numéro 11, on va écrire de manière générale une transestérification avec CH3, COOR'. Le but, c'est de déterminer R'. Voilà. L'ester plus la base forte va donner un autre ester, un nouveau ester, plus R' au moins. Donc ici, j'ai pris l'exemple de CH3. Pourquoi? Parce que dans le composé numéro 10, vous avez aussi CH3. Donc je vais entourer R', je l'ai entouré en vert de manière à déterminer le composé numéro 11. Il suffit de partir sur R' et de lui associer au moins. Et on a le composé suivant pour le composé numéro 11. Donc ici, on a une transestérification. Donc, je trouve qu'il était plus facile d'écrire la réaction d'équilibre afin de déterminer le composé numéro 11. Voilà. Question 16. Alors pour la question 16, on va faire quelques rappels. On va revenir sur la façon de tracer
les conformations chef. Donc là ici, j'ai tracé deux portions de droite qui sont parallèles. Ensuite, je referme le cycle. Ensuite, je vais pointer vers le haut en position axiale une liaison. Ensuite, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, etc. La question qu'on se pose maintenant, c'est au niveau de ce carbone ici, comment on va pointer la liaison? Pour le savoir, je vais faire deux petites croix associées aux deux liaisons auxquelles est accolé le carbone. Donc deux petites croix, je vais le faire. Voilà. Et je vais regarder la liaison juste après. Peu importe, hein. Pour vous aider à comprendre, je vais tracer en rouge. Donc en vert plutôt. En vert ici, les deux liaisons sont parallèles. Et bien la liaison, le carbone qui nous intéresse ici, sa liaison, la liaison qui manque ici, va pointer dans le même sens. Voilà. Maintenant pour ce carbone, parce que c'est exactement pareil, on va faire la même méthode, on va faire deux petites croix, deux liaisons qui sont accolées au carbone qui nous intéresse, et on va regarder la liaison juste après. Cette fois-ci, je vais faire en rouge les deux liaisons qui nous intéressent. On va prendre une des deux, mais peu importe parce que les deux sont parallèles, et on trace. Voilà la méthode pour tracer les différentes liaisons au niveau d'un carbone. Donc on va faire la suite. Donc je finis. Voilà. Il en manque deux. Donc toujours pareil. Donc celui-là, il est parallèle à celui que je viens de faire en rouge. Attention aux couleurs. Ensuite, pour avoir l'autre conformation, mais c'est exactement pareil, sauf que les deux liaisons que j'ai fait au départ qui étaient parallèles, je vais faire exactement pareil, sauf que ce sera dans l'autre sens. Voilà. Ils sont légèrement décalés. Et ensuite, je referme le cycle. Comme on l'a fait tout à l'heure. Une liaison pointe vers le haut, vers le bas, vers le haut, etc. etc. Ensuite, même technique, on fait deux petites croix. Je ne vais pas le faire ici. Je fais directement les liaisons au niveau de tous les carbones. On associe. Voilà. On a ici notre deuxième conformation. Je numérote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Le carbone numéro 1, il est où pour le composé à droite? C'est simple, hein. On regarde ici, pour le composé à gauche, il est le plus à droite. Et le plus à droite, pour celui de la conformation de droite, on va le numéroter 1. C'est la même chose. Et celui le plus à gauche, pour la conformation de gauche, ce sera aussi celui le plus à gauche pour la conformation de celle de droite. Donc on va numéroter 4. Je vais repartir de 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On retombe sur nos pieds. Donc par rapport à l'exercice, on a une fonction ester. Donc au niveau du carbone numéro 1 et au niveau du carbone numéro 6, on va représenter cette fonction ester. C'est pour ça que j'efface ici. Donc aussi bien pour la conformation de gauche que la conformation de droite, on représente cette fonction ester. Maintenant, par rapport au lactone, composé numéro 12, on remarque qu'il y a au niveau du carbone numéro 5, le groupement éthyle, et par rapport au carbone numéro 4, le groupement méthyle, ces deux groupements sont vers le bas. Il y a aussi un groupement méthyle au niveau du carbone numéro 2, et ce groupement méthyle est vers le haut. Donc je l'écris, donc vers le bas au niveau du carbone numéro 4 et 5, et vers le haut, le groupement méthyle au niveau du carbone numéro 2. J'ai représenté directement les différents groupements qui nous intéressent pour la conformation de gauche. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a deux groupements en position axiale au niveau du carbone numéro 2 et au niveau du carbone numéro 5. Donc on a deux groupements en position axiale pour le groupement méthyle associé au carbone numéro 2 et le groupement éthyle associé au carbone numéro 5. Et on a aussi un groupement en position équatoriale, c'est au niveau du carbone numéro 4 pour le groupement méthyle. On va faire donc la même chose pour la conformation de droite. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque la présence de deux groupements en position équatoriale. Il s'agit des groupements positionnés au niveau du carbone numéro 2 et au niveau du carbone numéro 5. Ils sont en position équatoriale.
Et on remarque donc aussi la présence d'un groupement en position axiale. Il s'agit du groupement méthyle. Le groupement, la conformation la plus stable, c'est celle de droite. Pourquoi? Parce qu'elle possède le plus de substitutions en position équatoriale. Question 17. Proposer une méthode de préparation du bromure d'éthylmagnésium en précisant, sans les justifier, 3 précautions opératoires respectées. J'ai écrit l'équation qui permet d'avoir le bromure d'éthylmagnésium. Donc on part du brométhane, on rajoute du magnésium sous forme solide avec un solvant, ici THF. Au niveau de ce solvant, il faut utiliser un solvant aprotique anhydre, une base de Lewis pour stabiliser l'organomagnésium. Pourquoi? Car sinon, si vous avez un solvant protique et qui contient de l'eau, on risque de détruire l'organomagnésium. Donc il faut utiliser un solvant aprotique anhydre. Il stabilise aussi, lorsque c'est une base de Lewis, l'organomagnésium. J'ai écrit ici l'équation lorsque vous avez une réaction entre un organomagnésium avec un élément protique. Donc là, on voit bien que l'organomagnésium est détruit. Il faut aussi éviter toute trace d'eau. Donc pour cela, il faut que la véurie soit sèche. Et aussi, on peut utiliser une garde à chlorure de calcium anhydre. Cela évitera la réaction avec l'eau. Alors, autre précaution qu'on peut prendre, c'est de travailler sous atmosphère inerte. Cela va permettre d'éviter que l'organomagnésium réagisse avec le dioxygène ou le dioxyde de carbone, ou même avec la vapeur d'eau. Donc, sous atmosphère inerte. On va aussi éviter que le bromoéthane qu'on le verse trop rapidement. Il faut donc additionner le bromoéthane goutte à goutte pour éviter la réaction de Wurtz. Donc voilà, addition goutte à goutte du bromoéthane pour éviter la réaction de Wurtz. Donc j'ai écrit cette réaction. Donc si le bromoéthane est en excès, ça donne le produit suivant, et on détruit l'organomagnésium. On a un alcane ici. Question numéro 18. Indiquez la géométrie qui peut être déduite de la méthode VSEPR. En utilisant ce modèle, on a ici une configuration autour du soufre de donc AX2E2. Donc, ça signifie que la géométrie dérive d'une géométrie tétraédrique, et dans une géométrie tétraédrique, les angles ont une valeur d'environ 109,5 degrés. Cependant, expérimentalement, on trouve des angles autour du soufre de 99 degrés pour l'angle valentiel SCSC. Alors pourquoi? Eh bien, autour du soufre, il y a des doublés non liants, et la répulsion entre les doublés non liants font que les angles aient une valeur plus petite. Donc la géométrie ici, on peut aussi dire géométrie coudée. Voilà. Question numéro 19. Donc à l'aide du document 2, proposer un réactif 14 et des conditions opératoires pour obtenir le 1,3 dithiane 15. Donc ici, le composé, le réactif numéro 14, c'était le 1,3 propane dithiol. Je le représente ici. On vous demande aussi des conditions opératoires. En s'aidant des documents fournis, on va remarquer que la présence, pour que la réaction ait lieu, il faut opérer en milieu acide à l'aide d'un catalyseur donc acide. Donc pour cela, on peut utiliser un catalyseur comme la PTS, c'est-à-dire l'acide paratoluène sulfonique. On vous demande aussi comment améliorer la réaction. On peut aussi utiliser un montage Zinstark. Cela va permettre d'éliminer l'eau au cours de la réaction. Donc l'acide paratoluène sulfonique, je le représente ici. Voilà. Et aussi un montage Zinstark. Cela permet d'éliminer l'eau au cours de la réaction.
On vous demande aussi un mécanisme. On va le faire, hein. Donc ici, le mécanisme, dans un premier temps, on va faire réagir, on va faire une protonation, comme on est en milieu acide. On va voir maintenant le mécanisme de la réaction. Donc la première étape, c'est l'activation de l'aldéhyde par protonation. Donc on fait réagir l'aldéhyde avec un proton H+. Donc on a le composé suivant. Par mésomérie, on peut déplacer le doublet accolé à l'oxygène, ce qui donne le carbocation suivant. On voit que l'électrophile est au niveau du carbone. Donc c'est à ce niveau-là, ce carbone est très électrophile. Cela va permettre d'avoir une addition nucléophile du thiol. Comment? Grâce au doublet non liant autour du soufre. Donc j'écris à nouveau le composé avec l'électrophile au niveau du carbone. On fait réagir avec la fonction thiol, ici, avec les deux doublets. Donc attaque, addition nucléophile. On obtient le composé suivant. Donc ensuite, il y aura un équilibre prototropique, mais cela va aussi entraîner, là ici, le doublet non liant de l'oxygène va récupérer un hydrogène, et on va voir qu'on va par la suite éliminer l'eau. Donc je l'écris. Donc élimination de l'eau. Donc au niveau du carbone, on voit que le carbone, on a ici à nouveau un carbone très électrophile. Et il y a une deuxième fonction thiol dans la molécule qui va donc on va avoir une deuxième attaque nucléophile au niveau du carbone électrophile. Ce qui va nous permettre d'avoir le composé désiré. Donc attaque du deuxième thiol sur l'électrophile par l'intermédiaire du doublet non liant du soufre. On a le composé suivant. Je vais l'écrire. Voilà. On a presque terminé. On a un nouveau équilibre. On a le composé désiré plus H+. Voilà. On a bien le composé demandé. Question numéro 20. Représentez le produit 16 par réaction du composé 15 avec le chlorure de tocyle. Dès que vous voyez chlorure de tocyle, il faut penser à une fonction alcool qui va réagir avec le chlorure de tocyle pour donner un bon groupe partant. C'est le cas ici. Sauf qu'ici, on utilise, on vous dit, un seul équivalent de chlorure de tocyle, alors qu'on a deux fonctions alcool. Effectivement, ici, l'alcool primaire qui est plus disponible, pas des considérations stériques, va réagir de manière préférentielle avec le chlorure de tocyle, alors que l'autre, il est pour des considérations stériques, comme je l'ai dit, sera plus encombré, moins disponible. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est que le chlorure de tocyle va permettre d'obtenir un bon groupe partant. Voilà, on a répondu à la question. On vous demande aussi l'intérêt de cette transformation. Donc on écrit le composé numéro 16. Donc on voit bien que l'alcool primaire se transforme en ce composé. Voilà. On passe à la question 21. Proposer un réactif 17 pour la formation de l'époxyde 18. Donc là, ici, il fallait utiliser une base forte, donc hydrure de sodium ou LDA. Donc on vous demande aussi le mécanisme, je le fais rapidement ici. Donc n'oubliez pas, on a un très bon groupe partant ici. Regardez, le bon groupe partant va permettre d'obtenir le composé désiré, c'est-à-dire l'époxyde. Voilà. Donc on obtient bien le produit demandé, le produit 18. Bon, j'ai un peu simplifié en écrivant R', il faut l'indiquer sur la copie. Voilà.
Question 22. On vous demandait de proposer un organométallique 19 pour la formation de l'alcool. Alors, ce organométallique, c'était le bromure de méthylmagnésium. Ici, ce composé va attaquer l'époxyde. L'époxyde a deux sites électrophiles. Donc, l'attaque va se faire préférentiellement sur le site le moins encombré. Donc, effectivement, la réaction est régiosélective, c'est-à-dire qu'il y aura un composé majoritaire lié à la région de l'attaque entre le bromure de méthylmagnésium et l'époxyde. Donc là, ici, il fallait répondre pour des considérations stériques. Voilà, le site électrophile le moins encombré. On passe à la suite. Question 23. Représentez les deux carbocations qui peuvent être obtenues lorsque l'éthylvényléther, 22, est mis en présence d'un acide. Donc, je vais représenter ces deux carbocations. Donc, on a le premier carbocation. C'est celui-là qui sera le plus stable. On verra dans quelques secondes pourquoi. Et vous avez le deuxième carbocation. Alors, pourquoi le premier carbocation est le plus stable? Parce que la charge positive peut être délocalisée. Donc, du coup, ça lui confère une stabilité plus importante. Donc, ici, deux carbocations et un carbocation plus stable que l'autre par délocalisation de la charge positive. Ici, on va faire quelques rappels sur le contrôle thermodynamique et cinétique. Si la réaction est sous contrôle thermodynamique, le produit majoritaire est le produit le plus stable. Dans quelles conditions le contrôle thermodynamique est favorisé? C'est pour des temps très longs et pour des températures élevées. Cela favorise l'action sous contrôle thermodynamique. Maintenant, l'action sous contrôle cinétique, c'est favorisé pour des temps courts et des températures basses. J'ai écrit une petite phrase ici. On va regarder ça ensemble pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le contrôle cinétique. Si la réaction est sous contrôle cinétique, le produit majoritaire est issu de l'intermédiaire réactionnel le plus stable selon le processus le plus rapide. Donc, ici, on va étudier une réaction en deux étapes. Quand vous avez une réaction en deux étapes, il y a formation d'un intermédiaire réactionnel. Cet intermédiaire réactionnel est le carbocation. Donc, on va tracer ici le graphique d'énergie potentielle en fonction des coordonnées de réaction. Prenons le cas où vous avez un réactif, un produit et deux carbocations. Un carbocation plus stable que l'autre. Donc, je vais faire le produit un peu plus bas. Je répète, l'intermédiaire réactionnel, c'est le carbocation. Donc, on peut avoir deux carbocations, dont deux intermédiaires réactionnels. Et ici, un des deux carbocations est plus stable. Je vais représenter donc ces deux carbocations, ou alors deux intermédiaires réactionnels. Je vais appeler le premier intermédiaire réactionnel IR1 et le 2 IR2. Si on regarde ici, le carbocation, un des carbocations ou l'un des intermédiaires réactionnels est plus stable que l'autre. Comment on le sait? Parce que son énergie est plus basse par rapport à l'autre. Donc plus l'énergie est basse, plus le composé est stable. Ensuite, je vais tracer le profil énergétique issu de deux carbocations, un en vert et l'autre en rouge. Je vais faire une petite remarque sur le contrôle thermodynamique, même si ce n'est pas vraiment la question. Ici, vous avez deux produits. Le produit en rouge et le produit en vert. Je vais appeler le produit en vert A et le produit en rouge B. Un des deux est sous contrôle thermodynamique est majoritaire. Il suffit de regarder la position de ces deux produits. Le produit A est plus bas, donc il est plus stable. Sous contrôle thermodynamique, c'est le composé majoritaire. Voilà. Donc ça, c'était l'occasion de revenir sur le contrôle thermodynamique. Mais ce n'est pas la question. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le contrôle cinétique. Donc on va effacer tout ça et revenir sur le contrôle cinétique. Donc deux carbocations, un qui est plus stable que l'autre. Le plus stable, c'est celui qui a l'énergie la plus basse. Je vais ensuite dessiner ce qu'on appelle l'énergie d'activation pour le composé B et pour le composé A. 1, je vais l'appeler énergie d'activation B
et l'autre énergie d'activation A. Pourquoi? Parce que dans l'énoncé, il y a une petite indication. Ah, j'ai oublié de vous dire, au niveau des bosses, là, on appelle ça état de transition. On a deux états de transition et un intermédiaire réaction. L'énoncé nous dit la phrase suivante. L'étape cinétiquement déterminante est la formation du carbocation. Pour résumer, c'est l'énergie d'activation B et l'énergie d'activation A qui vont nous intéresser. On va juste raisonner sur ces deux énergies d'activation. Il faut savoir que l'énergie d'activation, on va revenir sur la loi d'Arrhenius. La loi d'Arrhenius, elle dit qu'elle est proportionnelle à grand A, une constante exponentielle, moins EA sur RT. Qu'est-ce que cela signifie? Plus EA est petit, plus la réaction est rapide. Donc EAA et EAB, EAA est plus grand et EAB est plus petit. Donc du coup, dans ce cas-là, la réaction la plus rapide est pour le composé ayant l'énergie d'activation le plus petit, c'est-à-dire EAB. Le produit qui va se former le plus rapidement sera le composé B. Et qu'est-ce qu'on remarque? L'énergie pour le produit B, l'intermédiaire réactionnel, c'est le plus stable. Donc c'est lié. Donc plus l'intermédiaire réactionnel est stable, plus son énergie d'activation sera petite. Donc sous contrôle cinétique, plus l'énergie d'activation est petite, plus l'intermédiaire réactionnel est stable. Le composé issu de cet intermédiaire réactionnel formera le produit le plus rapide. Il sera donc sous contrôle cinétique, celui qui sera en proportion majoritaire. Sous contrôle cinétique. On parle aussi d'état de transition tardif. Donc j'ai représenté à droite l'état de transition tardif. Cela correspond à un état intermédiaire qui sera proche de l'état de transition tardif. C'est ce qu'on a étudié précédemment au niveau des schémas. L'état de transition précoce, c'est lorsque la structure de l'état de transition est proche de celui du réactif. Voilà. On va revenir sur la question 23. Donc on a vu qu'on avait deux carbocations. Je vais les représenter en rouge et en bleu. Celui en rouge est plus stable et celui en bleu est moins stable. Donc je positionne les intermédiaires réactionnels. Donc en rouge, le composé le plus stable. L'intermédiaire réactionnel, le carbocation le plus stable est en rouge. Voilà, je vais appeler IR. Et l'autre aussi, je vais appeler IR. Ne pas oublier les états de transition. On détermine, il n'y a que la première bosse qui nous intéresse, entre guillemets, l'énergie d'activation A1. Et l'autre, je vais l'appeler EA2. Voilà, deux états de transition. Et ici, l'état de l'intermédiaire réactionnel est plus haut. Plus EA est petit, plus la vitesse est rapide. Donc dans ce cas-là, entre le rouge et le bleu, qui va se former en premier? Donc c'est le composé en rouge qui va se former en premier. Et il correspond à l'intermédiaire réactionnel le plus stable, au carbocation le plus stable. Voilà. Cela confirme la question de l'énoncé. On vous demandait si c'était prévisible. Donc la réaction la plus lente, c'est celle qui a l'énergie d'activation la plus importante. Voilà. Donc là, ici, je fais exprès au niveau des produits, là, ici, celui en bleu est plus stable. Et celui en rouge est moins stable. Sous contrôle thermodynamique, c'est celui qui est en bleu qui sera majoritaire. Donc il est donc possible d'avoir le même produit sous contrôle thermodynamique que sous contrôle cinétique. On va répondre à la question demandée. Ici, on vous demandait si la formation du composé 23 était prévisible. La réponse est oui. La réponse est oui, car la réaction passe par un intermédiaire réactionnel le plus stable, celui ayant une énergie d'activation qui est la plus petite. Ainsi, l'alcool va attaquer
de manière préférentielle le carbocation le plus stable. On obtient ainsi le composé 23. Alors pourquoi on a effectué cette transformation? Parce que cette transformation va permettre de protéger la fonction alcool du composé 21. Donc c'est une méthode pour protéger la fonction alcool. On va maintenant passer à la question suivante. Donc question 24. En vous aidant du document 2, représentez le composé 24. Pour cela, je vais encadrer cette fonction que je vais appeler R. Et aussi, il y a un hydrogène. Il y a aussi l'hydrométhane qui intervient. Et donc, cela va nous permettre de déterminer ce composé 24. En nous aidant, bien entendu, du document numéro 2. On obtient ainsi le composé suivant. Voilà. R, je l'ai entouré. On va le représenter. E, ça va être CH2, CH3, groupement éthyle. Donc, on a l'iodométhane. Donc, ceci est le composé 24. Voilà. Je finis de dessiner. Question suivante, question 25. Indiquez les 2 étapes nécessaires afin d'accéder à la sérotonine à partir du composé 24. Ici, il y a 2 étapes. La première étape consiste à déprotéger la fonction alcool. Donc, en utilisant le document, on vous donne la réponse en étant en milieu acide. Cela permet de déprotéger la fonction alcool, j'ai mis en parenthèse, et déprotéger la fonction cétone en utilisant les composés qui étaient donnés dans l'énoncé. Donc j'ai mis en parenthèse ces 2 composés. Voilà. Donc voilà, on termine la question.